tous. Et merci à la FNIC de l'invitation. Alors, j'ai pas pu malheureusement assister aux présentations. Je suis arrivé juste à la fin, mais c'était passionnant. Juste pour la petite histoire, avant de me présenter, le DNS, c'est un sujet qui m'a intéressé dans une vie professionnelle précédente, hein, puisque je crois que ça devait être en 2000, j'avais organisé une opération qui s'appelait le Printemps des DNS, où j'avais choisi un panel, j'avais pris le CAC 40, et puis avec un éditeur d'analyse de configuration, on avait repéré un certain nombre de points perfectibles, on va dire ça comme ça. Et puis j'avais écrit à l'époque un papier dans le monde informatique qui s'appelait DNS, le dernier de nos soucis. J'ai l'impression qu'on en est toujours au même point, j'ai l'impression. Bon. Alors là, on m'a demandé de vous détendre avec un sujet autre, avec effectivement un sujet plutôt juridique, mais vous allez voir, j'ai adapté ma présentation pour ne pas être trop juridique. Je ne suis pas juriste moi-même. Donc c'est effectivement le RGPD ou GDPR. Donc RGPD, c'est Règlement général de la protection des données. Et donc on va faire un voyage dans le temps très rapide parce qu'il n'est pas arrivé comme ça par hasard, par génération spontanée. Il y a tout un cheminement. Et puis ensuite, je vais vous décrire alors une sélection de quelques nouveautés. C'est vraiment, là, je pose la question évolution ou révolution. C'est une révolution. C'est pas juste, on va pas serrer quelques boulons de la loi actuelle informatique et liberté. On va changer de monde. J'espère que je vais vous le montrer avec quelques exemples. Et puis surtout, après, je voulais vous montrer des cas concrets. Et surtout des cas concrets qui impliquent les développeurs, puisqu'on est tous sur la sécurité. Vous savez que la sécurité, tout le monde est acteur de la sécurité. Et dans la conformité informatique et liberté ou RGPD, c'est la même chose. Et j'ai pris des exemples concrets. Donc là, un petit peu d'histoire en zoom. Les années 1940-45 sont des années catastrophiques pour la planète et l'Europe. Et vous avez des millions de morts. Et dans des endroits sinistres appelés les camps de la mort, certains hommes ont été réduits à un numéro. Et donc dans les années 50, on a effectivement la Convention européenne des droits de l'homme, plus jamais ça. Il faut savoir que dans les textes en Allemagne, par exemple, dans l'Allemagne démocratique qui s'est relevée des cendres après la guerre, il est impossible de réduire un être humain à un numéro, par exemple. Hein, et c'est pas étonnant. Là, je ne parle que de la France et de l'Allemagne, mais on entend souvent dire mais la France a été précurseur, la loi informatique et liberté en 1978. Alors, on a été parmi les premiers, mais vous voyez à droite qu'on n'a pas été les premiers. Donc, c'est ce qu'on appelle un fait alternatif en ce moment. Donc vous avez vu le Land 2S, et donc l'explication historique, on comprend. Mais même les Américains, les USA en 74, ces Américains qui, a priori, ne prennent pas beaucoup de précautions en termes de privacy, en tout cas qui ont une vision différente. Hein, la traduction, il faut vraiment tenir compte de la culture, hein, bien sûr. Alors en France, j'ai eu la chance d'interviewer M. Boucher, que j'avais tiré une fois de sa retraite, qui était le journaliste du Monde qui, un beau jour en 1974, a reçu un scoop d'informaticiens du ministère de l'Intérieur. Donc les informaticiens servent à quelque chose, au moins. Et donc l'informaticien a donné à Philippe Boucher, il disait, je vais vous donner il y a un projet qui se trame, ça s'appelle le projet Safari. Tous les ministères vont regrouper tous les fichiers, les impôts, la santé, l'éducation nationale. On va faire un méga fichier, on saura tout des citoyens français. Et la clé, ça sera le NIR, le numéro de sécurité sociale. Donc il a fait son papier dans le Monde. Si vous allez plus maintenant, la CNIL a changé de lieu, mais dans l'ancien site rue Vivienne, vous aviez dans une vitrine à l'accueil, vous aviez l'article encore, hein, et il est en ligne, l'article. Et donc il y a eu un scandale. L'article de Philippe Boucher a lancé un débat. C'était à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, de Georges Pompidou. Georges Pompidou décède, Giscard d'Estaing, un problème, une commission. Et donc la commission propose, créons une autorité de contrôle. Donc la CNIL est historiquement en France la première autorité de contrôle, et puis on lui donnera, cette autorité de contrôle, le soin de vérifier la bonne application de la loi informatique et liberté, donc 78. Depuis, pour arriver au RGPD, en 1995, grande borne, il y a eu 4 bonnes années de travaux au niveau Europe pour formaliser une directive, la directive européenne, qu'ensuite chaque État membre de l'Union européenne a transposé dans son droit national, et pour la France, ça a donné la loi informatique et liberté, dont je trouve le nom fantastique. Nos voisins nous envient cette sémantique. Donc à l'heure actuelle, la loi informatique et liberté qu'on a aujourd'hui
provient principalement de la transposition. En 2004, on s'est fait un peu tirer les oreilles. Vous voyez, il nous a fallu quand même pas mal de temps, entre 1995 et 2004, pour transposer. Mais la loi qu'on a aujourd'hui et qu'on a jusqu'au 24 mai 2018 minuit, jour où le règlement européen, voilà, la citrouille, va se transformer en carrosse, notre loi informatique et liberté provient de cette directive européenne, avec des différences, hein, puisque chaque État transpose un peu comme il veut. Bon, on peut faire plus, on ne peut pas faire moins, mais il y a quand même des différences. Vous vous rendez bien compte que cette directive européenne qui a été étudiée en 90-91, à l'époque, il y avait très peu d'Internet, pas de Wi-Fi, pas de réseaux sociaux, pas de big data, pas de machine learning, pas de cybersurveillance, pas de j'en passais des meilleurs ou pires. Et donc, dans les années en 2010-2011, l'Europe se dit ça ne peut plus continuer comme ça craque, les coutures craquent de tous les côtés. On a un texte qui ne correspond plus à la réalité. Et donc, le 25 janvier 2012, la Commission européenne fait usage de son pouvoir d'initiative et publie une proposition de règlement. Donc là, c'est une différence, c'est plus une directive. Le règlement, ça s'applique directement, sans transposition. Alors vous allez voir que là, d'après les informations que j'ai, on va quand même avoir un passage sur la loi informatique et liberté. Et ça a donné donc le règlement européen. Donc il y a eu 4 années de débats, de lobbying intense. Et en avril 2016, vous avez eu la publication du RGPD. Mais par contre, on nous a laissé 2 ans pour appliquer les règles, enfin, pour tenir les règles. Alors par contre, après, il n'y aura pas de délai de grâce. C'est-à-dire que le 25 mai 2018 au matin, il faut que tous les responsables de traitement soient conformes. Et on a eu effectivement un petit effet de bord où on a eu un projet de loi qui au début était celle de Fleur Pellerin, ensuite d'Axel Lemaire, qui est devenu le projet de loi pour une République numérique, qui est venu rajouter des choses. Certaines choses qui nous embêtent, par exemple sur la portabilité, ils trouvaient que ce n'était pas assez compliqué. Mais la CNIL, par exemple, a vu son niveau de sanction potentiel monter de 150 000 euros à 3 millions d'euros avant de passer au niveau de sanction, je vous en parlais, du règlement européen. Là, j'essaie de vous résumer les droits et les devoirs. Ça, ce sont ce qu'on appelle les règles d'or de la loi informatique et liberté qui vont rester. Il y a certaines nouveautés. Je vais rapidement vous les décrire. Vous avez 2 acteurs à gauche. Vous avez ce que la loi appelle le responsable de traitement. C'est pas le DSI, hein, c'est pas traitement au sens traitement informatique, c'est le chef d'entreprise, c'est le maire, c'est le président d'un conseil départemental ou régional, c'est le président d'un CHU par exemple. C'est celui qui décide des finalités, des moyens. Et à droite, vous avez moi, vous, les patients, les habitants, les étudiants, donc les personnes qu'on appelle personnes concernées. Ce sont leurs données personnelles qu'on traite. Et il faut lire ça du haut en gauche jusqu'en bas à droite. C'est comme un escalier. Si vous loupez la première marche, c'est fichu, vous ne serez jamais conforme. Donc, à gauche, vous avez des devoirs du responsable de traitement qui se transforment de l'autre côté en droit. La première obligation pour le responsable de traitement, c'est de déterminer la finalité. Ce qu'on appelle la finalité, c'est pourquoi je fais tout ça, pourquoi je vais traiter des données, pourquoi je vais collecter des données, c'est quoi, qu'est-ce que je vise. J'ai besoin de votre adresse pour vous livrer la machine à laver que vous m'avez commandée, j'ai besoin de votre RIB pour vous verser votre salaire, j'ai besoin de connaître vos revenus pour vous imposer, enfin, j'en passe pas mal. Donc ça doit être vraiment la première marche, c'est-à-dire qu'en tant que correspondant informatique et liberté, quand on fait des analyses, si le chef de projet n'est pas capable de nous expliquer clairement la finalité, on ne va pas plus loin, puisque tout va en découler. Les données qu'on va traiter doivent être en regard, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret de cette finalité, les durées de conservation doivent être pertinentes, doivent être en rapport avec cette finalité. Donc c'est vraiment un point, cette finalité, elle doit être légitime, elle doit être explicite. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est le point important. Le deuxième point, on ne peut pas traiter des données à votre insu, normalement. Voilà, donc il y a un devoir d'information. Alors ça peut être très souvent... vous prenez un CERFA, c'est des tout petites mentions. Sur un site web, c'est la 3e page en police 6, gris foncé sur gris pâle, vous voyez, ce genre de choses. Bon, là, il y a des gros efforts à faire. Les responsables de traitement ont des efforts à faire, mais de l'autre côté, il faut aussi lire. Alors, vous connaissez le problème de lire les CGU. Voilà, c'est un long problème. Mais là, il y a des projets pour améliorer ça. De l'autre côté, à droite, la première chose, c'est si je suis informé, si on m'a informé, si je comprends ce qu'on va faire de mes données, je peux, dans certains cas, m'opposer. Non, je ne souhaite pas recevoir de la publicité. Voilà. Et alors, soit on a ce qu'on appelle le consentement. Je vais vous donner un exemple de consentement. Et dans certains cas, effectivement, je peux m'opposer. Je ne peux pas toujours m'opposer. Le cas des impôts tout à l'heure,
je ne peux pas dire aux impôts, vous m'oubliez pour les 2 ans qui viennent. Il y a certaines quand même des traitements qui nous sont imposés. Je reviens sur la gauche rapidement. Le responsable de traitement doit déterminer la durée de conservation. Donc là, on dit souvent que la CNIL nous embête parce qu'elle nous empêche de garder les données aussi souvent qu'on veut. C'est faux. Si on a une bonne raison de garder les données, je sais pas moi, 90 ans, si les notaires par exemple gardent les données 90 ans, les entreprises gardent les données très très longtemps pour tout ce qui est maladies liées à l'amiante par exemple. Voilà. Si on arrive à expliquer, si on a une bonne raison de conserver les données X mois ou années, la CNIL ne nous fera aucun problème. Par contre, ce qu'il faut éviter absolument, c'est quand on est contrôlé par la CNIL, les agents vous demandent mais pourquoi vous avez encore ces données? Vous n'en avez pas besoin. La réponse qui tue, c'est on ne sait jamais. Voilà. Ça, vous êtes sûr, vous y aviez droit à tous les coups, et le contrôle va très mal se terminer. Le responsable de traitement a une obligation de sécurité, c'est une obligation de moyens, de moyens, oui, pas de résultats. Aujourd'hui, ça va changer. Par contre, il n'y a pas de précision. La CNIL ou la loi ne dit pas il faut installer 3 firewalls, 2 ceintures, 3 bretelles, etc. Le chef d'entreprise, c'est un grand garçon, c'est une grande fille. C'est elle qui, en fonction des risques et des enjeux, de la sensibilité de données, doit mettre les mesures adaptées. De l'autre côté, on voit apparaître des droits. Donc vous avez tous des droits que je vous encourage à utiliser. Premièrement, c'est le droit d'accès. Vous pouvez écrire à n'importe quel responsable de traitement en lui disant « Que savez-vous de moi ?» Voilà. Et on a aujourd'hui le responsable de traitement à 2 mois pour répondre. Bientôt, avec le règlement, on n'aura plus qu'1 mois. Pour vous envoyer, comme à Max Schrems, 600 pages, par exemple, quand il a fait ça auprès de Facebook, ou vous envoyez toutes vos commandes auprès de la Redoute ces 3 dernières années, par exemple. Si vous voyez des choses qui sont fausses, j'ai pas 6 enfants, j'en ai que 2, bah, vous allez dire au responsable de traitement je souhaite que vous modifiez ces données qui sont fausses ou que vous supprimiez carrément ces données que vous n'auriez jamais dû collecter me concernant. Il va y avoir des nouveaux droits comme la limitation, je ne vais pas m'étendre dessus. La portabilité, c'est un peu la même notion, c'est un nouveau concept, c'est un peu comme on changeait d'opérateur téléphonique et on souhaite garder le même numéro. Ben, si aujourd'hui je suis à la BNP Paribas et que demain je vais au Crédit Agricole, je vais obliger BNP Paribas, je vais leur dire vous transférez toutes mes données au Crédit Agricole entre concurrents. Donc on va voir comment concrètement ça va se passer. Ça va être assez sportif à mon avis. On n'a pas encore trop d'informations, pas encore assez. Les données après la mort, donc ça sera typiquement gaulois, typiquement franco-français. Dans le règlement, on ne l'a pas. Ça vient de la loi Le Maire pour la République numérique. On va pouvoir vous allez pouvoir dire, voilà, vous allez pouvoir obliger BNP Paribas, par exemple, à garder vos données X temps après votre décès ou au contraire les effacer. Et puis le déréférencement, c'était l'affaire Google Spen, où effectivement, ce n'est pas le droit à l'oubli, n'utilisez pas ce terme-là qui veut strictement rien dire. On n'est jamais oublié sur Internet, c'est juste que vous ne trouverez pas sur le moteur de recherche la réponse. Là, je voudrais vous montrer que la loi de 78, elle est très ancienne, mais tout le monde s'en... et voilà un exemple concret. Donc on a au niveau de notre association, la FCDP, un musée des horreurs. Donc voilà un bon exemple. C'est un site qui existe encore, donc je ne les appelle pas parce que sinon j'ai plus d'exemples. Voilà. C'est si vous souhaitez ces vacances, par exemple, vous allez partir et vous avez un problème parce que vous avez un poisson rouge ou un berger allemand. Donc vous ne pouvez pas l'emmener et vous allez faire appel à cette petite entreprise qui va vous envoyer quelqu'un qui viendra mettre des graines dans le bocal ou nourrir ou sortir votre Doberman. Et puis vous vous dites, mais moi, je voudrais bien, je ne suis pas assez payé, je voudrais bien faire ça, je voudrais bien faire du dog sitting par exemple. Et là, vous remplissez un formulaire. Et là, vous voyez sur le formulaire que nom, prénom, ça, numéro de sécurité sociale. Alors pour garder un poisson rouge, je ne vois absolument pas qu'est-ce que vient faire le numéro de sécurité sociale. On me demande ma nationalité. Alors peut-être que pour garder un Doberman ou un berger allemand, il faut peut-être être allemand, et un pékinois, il faut être chinois, je ne sais pas. Voilà. Et on me demande si je suis fumeur. Voilà, c'est pareil. Ou alors je ne veux pas récupérer mon chien avec une odeur de fumée sur son poil, etc. Et on me demande si j'ai un casier judiciaire vierge. Des fois que je voudrais torturer votre animal. Voilà. Là, on est en plein. Collecte illégitime, disproportionnée. Voilà, c'est un exemple assez parlant. Là, j'ai fait une sélection dans le règlement européen. Il y a 99 articles, il y a plus de 130 considérants. C'est un texte très compliqué, très lourd, qu'on n'a pas encore compris. Voilà, donc il nous faut encore un peu de temps. Donc je vous ai fait une sélection. Voilà, j'ai picoré. Ce qu'il faut voir, c'est effectivement un changement de paradigme, beaucoup plus de pouvoir pour les personnes concernées, beaucoup plus d'obligations pour le responsable de traitement et beaucoup plus de risques pour les responsables de traitement. Aujourd'hui, on va dire que les entreprises ne se soucient
pas beaucoup d'informatique et de liberté. Ça commence à venir. Quand Google a été sanctionné à hauteur de 100 000 € par la CNIL, ça doit représenter 2 minutes, 3 minutes de leur chiffre d'affaires. Donc vous imaginez l'impact pour Google, ils ont dû trembler. Là, pour les sanctions, premièrement, le règlement européen s'impose à eux, s'impose aux Américains, et donc typiquement les sanctions ont été taillées pour certains acteurs, puisque ça pourrait aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Je vous laisse calculer. Le 4% du chiffre d'affaires mondial d'un Facebook ou d'un Google, par exemple. Mais si une entreprise française est coupable de la même non-conformité, bah, normalement, elle aura la même sanction aussi. Donc les sanctions seront pour tout le monde. Alors, le premier point, le vrai consentement. Trop souvent, je pense que vous avez tous vu ces consentements sur les sites internet ou sur des formulaires où la case elle est précochée, ou alors on vous dit, on vous informe, et si vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas d'accord, on dit bah, vous êtes d'accord, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, le consentement, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le perçoit. Et dans le cadre du règlement, il ne restera que le vrai consentement positif, actif, que le responsable de traitement pourra prouver. Tous les traitements ne sont pas soumis au consentement. J'entends souvent dire qu'il faudra faire absolument du consentement. C'est faux. Ça, c'est le métier des correspondants informatique et liberté, des data privacy officers, de sélectionner les meilleures bases légales. Mais si jamais on choisit le consentement, là, pour le coup, il faudra être vraiment très rigoureux. Les nouveaux droits pour les personnes, je les ai indiqués, donc beaucoup plus de pouvoir. Alors le privacy by design, je vais essayer de vous le rendre plus concret, c'est-à-dire que dans la directive de 95, on avait déjà cette notion, on nous invitait dans la directive à chaque fois qu'il y avait un projet qui démarrait, d'avoir en tête la conformité informatique et liberté. Mais on ne l'a pas retrouvé dans la loi informatique et liberté. Ça n'a pas été transposé par nos députés sénateurs, c'est resté dans le règlement, et là pour le coup ça va s'imposer à nous, c'est-à-dire que dès le début de tout projet, on doit le faire en tenant compte, dès la conception, de la conformité. Et la conformité comporte plein de choses, mais ça comporte entre autres un truc qui s'appelle la sécurité. Alors pas uniquement informatique, il faut que je prévoie aussi la déchiqueteuse dans les bureaux pour broyer les papiers, par exemple. La comptabilité, c'est un concept complètement nouveau pour nous, Français. Aujourd'hui en France, si votre entreprise, par défaut, votre entreprise est conforme à la loi. C'est juste le jour où vous allez vous faire prendre la main dans le pot de confiture, qu'un juge ou la CNIL vous dira là, vous n'étiez pas conforme à la loi, qu'on découvrira que vous n'étiez pas si conforme que ça. La comptabilité, ça change complètement. Cocteau disait il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faudra en faire des tonnes, il faudra démontrer que nous sommes en conformité. C'est de la documentation, c'est des procédures, c'est des audits. Voilà, il faudra vraiment passer à un stade industriel. Les sous-traitants, aujourd'hui, je choisis un hébergeur, je suis censé, en tant que responsable de traitement, vérifier qu'il est sécurisé, etc. Et si jamais il y a un incident, en tant que chef d'entreprise, c'est moi, client, qui suis pénalement responsable. Même si tout est la faute du sous-traitant, qui n'a pas fait les sauvegardes, etc. Mais la CNIL, par exemple, quand elle va mettre une sanction, elle ne la mettra absolument pas sur la tête du sous-traitant, même si lors de ce contrôle, elle a bien constaté que, elle tapera sur la tête du client. C'est ce qui est arrivé à Orange, par exemple, il y a 2 ans, où c'était un sous-traitant de 2e niveau qui avait un problème de sécurité, et toute la sanction est tombée sur le responsable de traitement. Avec le règlement européen, ça va changer. La CNIL pourra distribuer les bons points et les mauvais points. Elle pourra dire non, mais les 100 000 € de sanctions, il y en a 50 000 pour le client, et puis il y en a 50 000 pour le sous-traitant. Parce que ça, c'est à nouveau pour les GAFA. Quand vous sous-traitez, quand vous mettez vos données chez Amazon, il n'y a pas un client qui est assez puissant pour dire mais moi je vais auditer votre sécurité. Donc on est responsable de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses. Et à l'heure actuelle, dans les négociations, dans les contrats entre clients et sous-traitants, je peux vous dire que c'est assez touchy. Une action de groupe, ça a été créé par la loi pour la modernisation de la loi du 21e siècle. Donc ça, c'est une nouveauté. Les victimes de spam, par exemple, ou les victimes de fuite d'informations pourront se regrouper, alors pas pour obtenir de dédommagement, mais pour obtenir la cessation de l'incident et du préjudice. Les sanctions, je vous en ai parlé, donc je vous ai parlé du quantum maximal, 4% du chiffre d'affaires. Et pour les responsables de traitement qui ne sont pas soumis à un chiffre d'affaires, les associations, les ministères, etc., ça sera 20 millions d'euros, la sanction la plus élevée. Mais ce que craignent les entreprises, c'est surtout l'image, c'est la publication qui fait perdre des parts de marché, qui crée beaucoup de soucis. Beaucoup de nouveautés en termes de sécurité. On passe à une obligation de moyens renforcés. On va avoir l'obligation de faire des analyses d'impact qui ne sont pas des analyses de risque. On ne s'intéresse pas aux risques pour l'entreprise, on s'intéresse aux impacts potentiels pour les personnes concernées, ce qu'on appelle les événements redoutés.
D'accord ? Donc là, il y a une méthode, EBIOS généralement, et puis on décrit les événements redoutés, les mesures qu'on va mettre en place, on caractérise le risque résiduel, on fait signer le responsable de traitement qui endosse sur sa tête, éventuellement on demande conseil à la CNIL. Donc ça va être vraiment un changement radical. Notification des violations, ça c'est un coup de tonnerre. Donc depuis quelques années en France, les opérateurs y étaient contraints. Donc généralisation à partir du 25 mai 2018. Le 25 mai 2018, un de mes collaborateurs perd une clé USB, se fait voler son PC portable, envoie un courriel à un mauvais destinataire. Dans le courriel, il y avait des données personnelles. C'est une violation. Donc ce n'est pas uniquement les attaques des pirates. Souvent on me dit mais personne ne rentre chez nous, notre sécurité est formidable. Non. Donc la question, c'est pas si ça va nous arriver, c'est quand est-ce que ça va nous arriver. Donc on aura deux choses à faire. Premier niveau, obligation de notifier à la CNIL, si possible sous 72 heures. Je plains la CNIL parce qu'à mon avis, la première semaine, ils vont être débordés. Alors souvent on me dit notification des failles, donc vous savez très bien, heureusement, non, ce sont juste que les violations, donc les incidents avérés. Mais ça va être assez sportif. Si le responsable de traitement pense qu'il y a un risque pour la liberté, les droits et libertés des personnes, à ce moment-là, en plus de la notification de la CNIL, il faudra informer, communiquer les personnes. Je travaille dans une branche de la sécurité sociale, 36 millions d'allocataires. Quand on aura ça, il faudra qu'on écrive peut-être à chaque allocataire en disant on n'a pas été très bon, on n'a pas été fichu d'eux. D'accord ? Vous imaginez en termes d'impact sur la sécurité sociale, on ne va pas perdre les clients, ils ne vont pas aller à la concurrence, mais peut-être que dans certaines entreprises, ça posera problème. Alors, il y a une exception, sauf si les données avaient été rendues incompréhensibles. Ça ressemble à de la tokenisation, du chiffrement, et je suis surpris de ne pas voir plus de RSSI aujourd'hui avoir des projets de chiffrement. Aux États-Unis, il n'y a pas une base de données qui est en clair, elles sont toutes chiffrées. En Europe, en France, quand je vois une base de données chiffrée, je suis toujours ébahi. Voilà. Alors là, je vais vous donner quelques exemples plus concrets, je pense que ça va être plus parlant. Le privacy by design dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dès la conception, tenir compte de la conformité. Je vous ai mis l'exemple ici, voilà, un cache-prise par exemple, pour éviter que les enfants se s'électrodent des culottes. Aujourd'hui, c'est encore un art plutôt qu'une technique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore... D'ailleurs, ça va poser un problème pour la CNIL quand ils vont faire des contrôles. Et les juges, on attend en fin de compte les premiers litiges, les premiers jugements. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne jaune, ça c'est privacy by design conforme ou pas. Voilà. Je vous donne quelques exemples. La première chose qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on appelle la minimisation des données. On essaye de traiter uniquement que les données dont on a strictement besoin. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Les durées de conservation. On a déjà beaucoup de mal à déterminer ces durées de conservation, mais on a encore beaucoup plus de mal dans les applications à faire en sorte d'avoir des outils qui vont aider à faire les purges. Aujourd'hui, moi, toutes les applications que je vois, il n'y a rien, et donc il faut à la mimine, manuellement, il faut aller fichier par fichier, qu'est-ce que j'écrase, quand vous avez des millions d'enregistrements, c'est impossible. Donc dès la conception, ce qu'on demande au chef de projet, c'est de prévoir les routines de purge ou d'aide à la purge. C'est pas automatiquement des purges automatiques, parce qu'on peut avoir des regrets, ça peut être de l'application qui propose à la purge telle donnée sur base de métadonnées, par exemple. Jamais on ne veut plus voir de compte d'administrateur partagé. Il faut vraiment qu'on ait la traçabilité. Il faut qu'on puisse dire c'est tel administrateur qui a fait telle action, qui a accédé à telle donnée, qui a exfiltré telle information. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, on voit encore beaucoup d'applications où on a des comptes partagés, des comptes privilèges. La traçabilité, ça c'est vraiment un crève-cœur. Généralement, on n'a soit pas de traçabilité, on est incapable de dire qui a accédé à quoi, qui a fait quoi. Voilà. Or, nous, on a vraiment besoin. Ou alors, on nous dit, on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le bas. C'est-à-dire, bon, tu veux de la trace, je vais t'en mettre de la trace. Voilà. Et on se retrouve avec des logs que personne ne va jamais voir. Alors que normalement, ça doit être pris par le haut. C'est-à-dire que normalement, c'est une thématique chef de projet métier. C'est lui qui doit savoir quels sont les événements redoutés qu'il veut absolument détecter. Dans mon domaine, par exemple, si quelqu'un change son RIB en ligne la veille du versement d'une prestation, et puis quand il a touché l'argent, il remet un autre RIB, voilà, ça c'est un événement. Et après, on se dit quelles sont les traces, quels sont les logs que je veux surveiller, et comment je vais les exploiter, et qui va les exploiter. Alors, un exemple concret de data minimization, c'est très souvent dans les applications ou les écrans ou les formulaires, on me demande ma date de naissance. Et là, je vais vous montrer plusieurs exemples. Si vous croisez un collègue dans le couloir et vous voulez lui souhaiter son anniversaire, bon anniversaire Pierre, bon anniversaire Jacques,
Vous n'avez pas besoin de connaître son année de naissance. Le jour et le mois vous suffit. Donc on ne devrait pas collecter la date de naissance, mais le jour et le mois, enfin les jours et les mois. Si on veut savoir si vous êtes majeur, bah, on pose la question, êtes-vous majeur? Oui, non, ou êtes-vous... Voilà. Mais pas la date de naissance. Dans mon domaine, il y a beaucoup de prestations qui sont calculées effectivement à partir de l'âge, mais on n'a pas besoin du jour. Le mois et l'année nous suffisent. Donc pourquoi collecter le jour, par exemple? Si par contre je vais vous offrir absolument, j'y tiens, le facsimilé du journal du jour de votre naissance, là pour le coup, vous voyez, donc, mais là j'ai une bonne raison. Donc finalité, et il en découle les données qu'on doit. Dans mon domaine, par exemple, mes collègues ont fait un simulateur pour une prestation, et ils demandaient la date de naissance. Donc on leur a dit, bah, on ne comprend pas, puisqu'il n'y a pas besoin pour calculer le droit à la prestation sociale, vous n'avez pas besoin du jour. Oui, mais ça nous sert, cet élément va nous servir pour lever le doute en cas d'homonymie. Ah, d'accord, ok. Voilà. Vous voyez, c'est un espèce de jeu de ping-pong. Voilà. Là, dans notre musée des horreurs, on a beaucoup de cas comme ça, c'est les cases. Hein, donc je vous ai parlé du consentement tout à l'heure. On ne veut plus voir de cases déjà cochées ou avec des formules double, négative, interrogative, conditionnelle. Voilà, vous êtes internaute, vous ne savez pas trop si vous devez cocher, pas cocher, etc. Le pire, c'est la case qui se recoche toute seule. Donc ça, on en a pas mal d'exemples. Donc vous avez un long formulaire, vous avez besoin de l'ascenseur pour tout voir, et puis vous arrivez en bas et vous avez, vous cliquez, voilà. Et vous avez décoché la case où justement vos données sont diffusées à tous les partenaires. Vous décochez soigneusement cette case, vous cliquez sur je valide, et là, à tous les coups, il y a un champ que vous n'avez pas bien rempli. Le numéro de téléphone, il ne fallait pas mettre un point, il fallait laisser un espace, il ne fallait pas en laisser, enfin, c'est jamais bon. Donc la page web vous remonte tout en haut, vous met en rouge, il y a un des champs qui est mal renseigné, alors vous recherchez, ah bah oui, c'est le numéro de téléphone, il fallait mettre des points, vous repartez en bas, vous recliquez, et puis vous apercevez, ou c'est trop tard, que la case que vous avez décochée, elle s'est recochée toute seule. Alors ça, c'est fabuleux. Donc quand j'avais le temps, j'appelais, et on me disait que c'était un bug informatique. C'est fabuleux, hein, c'est... Le bug informatique. Alors, les zones de libre commentaire, on peut difficilement s'en passer quand on développe une application métier. Très très souvent, à un moment donné, on ne peut pas tout faire en liste à choix et on met des zones de libre commentaire, de saisie libre. Et là, ça pose problème en termes informatique et liberté. C'est une source de risque. Donc peut-être que vous avez entendu parler de certaines affaires qui ont défrayé l'actualité, hein, où on a trouvé, où les contrôleurs de la CNIL, où les clients ont trouvé des propos choquants, hein, vraiment choquants. Pas juste non conforme, c'est vraiment choquant. Voilà. Et donc ça derrière, en termes de contrôle et de sanctions, ça fait mal. Donc nous, en amont, en Privacy by Design, quand on discute avec les chefs de projet, on leur dit premièrement, essayons de voir si on ne peut pas s'en passer. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec de la liste à choix? Parce que très souvent, on s'aperçoit que c'est possible, mais on ne s'est pas posé la question. Alors on me dit non, parce que la liste à choix, il y a 10 choix, mais il y a souvent un choix autre. Et à ce moment-là, il y a une case qui est une zone de libre commentaire. Donc là, ce qu'on demande, ce qu'on propose, c'est n'affichez pas la zone de libre commentaire, montrez, proposez la liste à choix. 9 fois sur 10, ça correspond. Et si vraiment la personne ne se reconnaît pas, elle va cliquer sur autre. Et à ce moment-là seulement, vous ouvrez la zone de saisie. Parce que l'humain est ainsi fait, il a horreur du vide, il voit une zone, il la remplit. Donc si vous ne lui montrez pas de zone, il ne remplit rien. On peut limiter la taille. Pourquoi mettre une zone de libre commentaire avec 2000 caractères si c'est juste pour dire le client ne peut pas venir à son rendez-vous de vendredi, par exemple? Donc on limite les risques. Il faut absolument rajouter des métadonnées. Très souvent dans les applications, je ne sais pas dire qui a rempli. Voilà, il y a une injure, là on dit du mal d'un client, mais qui a rempli ça, ne serait-ce que pour le sensibiliser, hein, mais on ne sait pas. On ne sait pas quand le commentaire a été créé, donc peut-être qu'il faudrait l'effacer. On ne sait pas qui l'a créé, parce qu'il y a 3 ou 4 personnes qui peuvent intervenir sur cette fiche client, par exemple. Voilà. Donc on a tout un travail de sensibilisation des utilisateurs au niveau des supers de formation. On peut aussi rajouter du texte en filigrane, un texte de responsabilisation. Voilà. Nous, ce qu'on dit aux développeurs, c'est imaginez, il faut dire aux utilisateurs, imaginez que ce que vous êtes en train d'écrire concernant le client, il est derrière votre dos, il lit ce que vous tapez en ce moment. Est-ce que vraiment vous oseriez taper ça, hein? Moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Là, on va en parler. Il y a 2 niveaux. On fait des audits de 2 façons, soit avec du dictionnaire par sondage. Donc ça va vite parce qu'on chope toutes les injures, etc. Et là, notre métier est régressif. On s'est fait un dictionnaire d'injures. Et on a mis en commun les injures créoles, québécoises, alsaciennes, basques, etc. Mais le dictionnaire, ça fait beaucoup de faux positifs et ça ne détecte que les injures. Donc moi, j'ai trouvé dans mes audits, il est bouché à l'émery. Il est gentil ce garçon, 3 points de suspension. Je comprends pourquoi sa femme l'a quitté. Vous voyez, ça, le dictionnaire, ça pose pas de problème. Donc on utilise aussi de l'analyse sémantique, de l'opinion mining, du text mining.
Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Et avec l'analyse sémantique, on peut espérer en plus faire du contrôle en temps réel. C'est-à-dire le collègue, l'utilisateur commence à remplir un texte et puis automatiquement, il y a une pop-up qui lui dit vous êtes sûr? Enfin, vraiment cette expression. Voilà. Et je vais terminer là-dessus. Depuis quelques mois, je m'intéresse à un machin qui s'appelle le reCAPTCHA. Alors, le test de Turing, je vois bien que c'est non seulement intéressant, mais c'est indispensable dans certains cas. Je sais très bien que les tests de Turing sont arrivés à leur extrémité et que les pirates savent très bien les bypasser. Et quand on les durcit trop, bah, c'est l'internaute qu'on embête. Moi-même, il m'arrive très souvent de m'y reprendre à X fois. Mais ce reCAPTCHA, il me donne des boutons. Il me donne des boutons, et donc il n'y a pas très longtemps, j'assistais à une conférence au Sénat sur l'intelligence artificielle. Il y avait un chercheur de Google qui présentait son machine learning sur le reCAPTCHA, excellent résultat, etc. Et je lui ai posé une question qui l'a un peu embêté et qui a fait rire la salle. Je lui ai dit, mais moi je ne comprends pas, parce que je dois être vraiment... à chaque fois que je vois un reCAPTCHA, je le teste. Donc je clique sur « je ne suis pas un robot », et il me donne tort à chaque fois. Donc je commence à douter, je suis peut-être un robot, je ne le sais pas. Donc votre machine learning, soit il n'est pas bon, mais vous venez de m'indiquer qu'il est excellent. Donc je pense plutôt que vous faites exprès de m'afficher le quiz. Pourquoi? Parce que vous me faites bosser gratuitement. Vous me faites indexer les photos que vos Google Cars ont prises. Donc la question que je lui ai posée, c'est j'envoie ma facture à quelle adresse? Puisque vous me faites bosser. D'accord? Bon, là, il était un peu embêté. Alors, moi, je m'amuse à les tester. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils sont volontairement mal réglés. C'est-à-dire que normalement, il y a un certain nombre de photos, et du premier coup, je sais cliquer sur les cases dans lesquelles il y a une vitrine, dans lesquelles il y a un véhicule, etc. Mais visiblement, c'est pas bon parce qu'il me rafraîchit le quiz et il m'oblige à faire ça 3 fois. Au lieu de cliquer 3 ou 4 fois, je dois cliquer 20 fois. Et c'est seulement au bout de ces 20 fois qu'enfin, il me laisse passer. Donc le problème en termes de conformité, c'est pas le travail dissimulé, le fait que je travaille gratuitement pour Google, c'est surtout qu'il y a du flux transfrontière, c'est-à-dire que quand un webmaster installe un reCAPTCHA sur un site web, il met son responsable de traitement en inconformité totale, donc, puisque toutes les adresses IP partent aux États-Unis. Pour quelle finalité, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'en gros, en termes d'intelligence économique, on envoie aux Américains absolument énormément d'informations. Voilà. On n'informe pas les personnes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était censé informer les personnes. Est-ce que vous saviez que quand vous passez un reCAPTCHA, votre adresse IP intégrale partait aux États-Unis? Je pourrais faire un sondage. Et puis, vous ne pouvez pas vous y poser. C'est trop tard, c'est parti. Le bouton I like de Facebook, c'est encore pire. Hein. Mais, voilà. Donc, moi, ce que je regrette, je sais que je soutiens toutes les initiatives, notamment de Framasoft dans le domaine dégooglisons Internet. Et je les ai contactés en disant, mais est-ce que vous n'avez pas un projet, une solution alternative? Puisque aujourd'hui, je vois même l'ANSSI qui a installé du reCAPTCHA sur leur site. Voilà. Alors le problème, c'est que quand la CNIL va commencer à s'y intéresser, elle peut faire du contrôle en ligne. C'est-à-dire que de ces bureaux, ils visitent un site web, ils voient un reCAPTCHA, ils font un constat du type huissier et ils envoient une mise en demeure en disant vous ne respectez pas la loi, flux transfrontière sans autorisation, défaut d'information, défaut du droit d'opposition, vous avez 8 jours pour vous mettre en conformité. Donc ça nous pend au nez. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques initiatives du CAPTCHA Puzzle, par exemple, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça arrivait encore à l'état de maturité qui nous permettrait d'installer ça sur nos sites. Mais donc si vous avez il y a sans doute un positionnement pour des développeurs un peu malins. Il y a des choses à créer. Voilà. Donc on a un métier passionnant. Vous voyez, on a du travail pour les années, parce qu'on n'arrête pas de s'inventer des problèmes. Moi, c'est ça l'impression que ça me donne. Je vous remercie beaucoup. Micro, une question? Dans mon activité, on est prestataire de paiement, donc on est soumis à un certain nombre de règles qui sont autres, qui vont être le code monétaire et financier, qui vont être la SCN, toutes les lois de surveillance, celles qui sont en train d'être votées, qui vont nous imposer de conserver les éléments tels qu'on les a reçus et de ne pas les modifier. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous achetez sur Internet, mais quand vous achetez sur Internet, le prestataire de paiement, en général, il va recevoir votre adresse de facturation, de livraison, sur certains moyens de paiement, la totalité du panier de ce que vous avez acheté, et tout ce que le commerçant peut avoir transmis, y compris des insanités. On a une obligation de conservation
13 mois ou 15 mois, donc on reste dedans, mais pendant ce temps-là, on n'a pas le droit d'aller modifier les autres informations. Et avec les lois qui sont en train de passer au Parlement là, je suppose que ça sera encore pire. On ne pourra même pas, enfin, aujourd'hui, une demande d'opposition n'est pas possible. Qui est-ce qui paye dans ce cas-là? C'est le responsable de traitement. Ça. Comme je disais, c'est le grand garçon qui détermine les finalités et les moyens. Alors, nous, ça nous a fait grincer les dents parce que le 25 janvier 2012, quand la Commission européenne a publié sa proposition, il y avait des notes annexes, dont une note sur l'impact attendu, qu'est-ce qu'on espérait, et il y avait tout un chapitre sur... Il promettait je ne sais plus combien de milliards d'économies pour les entreprises européennes parce qu'il n'y aurait plus besoin de faire de déclaration à la CNIL. Voilà, je pense que vous avez apporté la réponse. Il n'y a pas encore, de chiffres, mais pour les entreprises, et pour les grosses, mais pour les petites aussi, hein, tout le monde est contraint à la conformité. Ça va représenter un investissement très très conséquent. Là, il faut distinguer. Je pense qu'il ne faut pas tout comprendre. Par exemple, quand je vois des entreprises qui disent mais ça va me coûter cher parce qu'il va falloir que je me sécurise. Alors, je suis désolé, mais elles auraient dû déjà se sécuriser. Mais le delta, ce qu'il faut faire en plus, ne serait-ce que j'en ai pas parlé, mais les délégués à la protection des données vont devenir quasiment obligatoires. Ce sont des embauches. Alors c'est très bien pour nous, hein, au moins 10 000 emplois nouveaux. On est très contents, mais il va falloir les payer ces gens-là. Hein, donc là, c'est une vraie question. Donc ça, c'est les entreprises, c'est les collectivités. C'est les responsables de traitement, effectivement, qui vont avoir à prendre à leur charge la partie financière. J'avais une question sur... tout à l'heure, vous avez parlé des GAFA et notamment l'utilisation, enfin le fait qu'ils stockent les données dans leur cloud, que ce soit Amazon, Google et tout. Mais par exemple, moi, si je suis une société, je développe un logiciel en SaaS qui va avoir accès justement à des données personnelles. Je me fais pirater. C'est pas forcément la faute de Google c'est la faute de mon logiciel et enfin, comment ça va justement, vous parliez juste de la chaîne de responsabilité. En gros, les hébergeurs ne seront pas vraiment touchés par cette chaîne de responsabilité. En fin de compte, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va nous demander vraiment avec le RGPD, c'est vraiment de tout écrire. Donc il faut absolument qu'il y ait un document, contrat, convention, on appelle ça comme on veut, qui écrit exactement les droits et devoirs de chacun. Moi, client, quand je vais vous envoyer à vous, hébergeur, de l'information, de mon côté, il faut que ça soit sécurisé. Je vous donne que de la donnée, de la vraie donnée exacte. Vous, de votre côté, vous devez sécuriser. Quand on se quittera, vous devrez purger les données. Vous devez faire en sorte que mes données, vous n'en faites pas autre chose que ce que je vous ai demandé de faire. Si vous-même vous sous-traitez, c'est possible, mais vous devez m'en informer, vous devez vous assurer que... Et si jamais il y a un pépin, la CNIL, quand elle va faire son contrôle, elle va regarder tout ça. Et elle va voir justement quel était le maillon faible, est-ce que c'était prévu, et c'est là où elle va répartir, comme je l'indiquais tout à l'heure, les mauvais points. Il y a quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure très rapidement, et j'ai envie d'ajouter un peu plus de peur que ce que vous avez... Voilà. Tout à l'heure, vous disiez l'obligation dans les 72 heures de déclarer à la CNIL une violation. Si possible. Si possible. Oui. Mais si on a des raisons de penser qu'effectivement il y avait des risques, etc. Là, c'est une situation piégée parce qu'on apprécie la situation. Soit on décide de déclarer. Effectivement, s'il s'avère que ce n'était pas vraiment une violation, à ce moment-là, on a le contrôle de la CNIL dans la minute qui suit. Et si on ne le fait pas, et il s'avère effectivement que c'était vraiment un risque, il aurait fallu le déclarer, là on a la sanction. Donc la situation va être vraiment difficile et la vraie appréciation de savoir si ça vaut vraiment le coup de déclarer ou pas, ce n'est pas une question facile. Ah non, alors c'est-à-dire que là, ça fait appel à plusieurs choses. Première chose, premier commentaire, c'est que la notification de violation à la CNIL, c'est une obligation. Et donc, si le responsable de traitement ne le fait pas, c'est 2% du chiffre d'affaires mondial et 10 millions d'euros maximum. Vous savez très bien, si vous lisez Zatas, par exemple, que de toute façon, les fuites, ça se sait. Donc, en tant que DPO, notre travail, ça va être justement de faire l'analyse. Alors, ce n'est pas nous qui faisons l'analyse, on s'appuie sur quelqu'un qui s'appelle le RSSI. Voilà, hein, donc il y a une synergie très forte, très très forte entre le RSSI et le SIL aujourd'hui et le DPO demain. Et là, de l'analyse, on va aller voir notre patron, on va lui dire, écoutez, on a fait une analyse et d'après nous, il faut notifier. Enfin, on vous conseille de notifier. C'est le chef d'entreprise qui décide.
C'est lui qui décide, c'est lui qui a le risque, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc, mais par contre, comme toutes les fuites commencent à se savoir, nous, on va recommander a priori plutôt de notifier à la CNIL, si possible sur 72 heures. Moi, je trouve personnellement que ce 72 heures, c'est trop, parce qu'on risque de créer un surincident. Vous savez très bien, on n'a pas la traçabilité, le temps de faire du forensic, on va créer du suraccident, mais la CNIL va être habituée. Donc la CNIL dit, par exemple, ce qu'elle demande aujourd'hui aux opérateurs, c'est une notification en plusieurs échelles. C'est faire les appels en disant on pense qu'on a un souci, on n'a pas encore toutes les infos, on est en train de rechercher, et SFR revient 24 heures plus tard ou 48 heures en disant bah non finalement, ou oui, on a des infos supplémentaires. Vous voyez. Donc voilà. Après, l'autre question, c'est de la même façon, le DPO va conseiller au chef d'entreprise, va dire mais c'est pas suffisant, là il y a vraiment un risque pour les personnes. Dans le domaine social, par exemple, perdre une adresse, ça paraît anodin. Si c'est une femme battue qui a déménagé, elle est menacée de mort par son ex, là, il y a un risque, il faut que je prévienne la personne, quoi. Voilà. Donc, moi, je vais conseiller à mon chef d'entreprise, il faut prévenir la personne. Pas pour la faire paniquer, mais pour qu'elle prenne les dispositions pour sauver sa peau, par exemple. Ou pour surveiller ses comptes en banque, pour changer ses mots de passe sur ses comptes. Donc là, ça va être du vrai sport. Là, c'est un métier dans lequel il faut tenir le stress. Alors, les RSSI connaissent aussi. Et on doit tout documenter. Et le chef d'entreprise, s'il ne suit pas, à partir du 25 mai, s'il ne suit pas notre conseil, il devra documenter, il devra écrire « Je n'ai pas suivi le conseil de mon DPO pour telle et telle raison ». Ce document est à disposition de la CNIL. Donc, on va manger tout seul à la cantine à partir du 25 mai 2018. Une question sur les fuites de données, encore une fois. Du coup, il y a des gens comme moi, je ne dois pas être le seul, qui, pour des besoins professionnels de recherche, collectent tous les jours ces bases de données, qui fuitent. Du coup, qu'est-ce qu'on devient, nous, avec les RGPD? Est-ce qu'on déclare à la CNIL ces bases de leak? Comment on fait de la recherche exploratoire? Comment définir nos besoins? Pourquoi on les collecte? Pourquoi on les traite, etc. Là, il faudrait voir les décisions de jurisprudence. Vous vous souvenez, par exemple, Damien Bancal qui a eu le problème avec Tati. Vous voyez ce genre de choses. C'est-à-dire, je récupère, j'accède à une zone à laquelle j'aurais jamais dû accéder, mais j'ai juste cliqué entre guillemets sur un lien où j'accède aux données. Mais là, vous allez les chercher. Donc là, il y a vraiment une intention. Là, j'avoue qu'il faudrait se pencher là-dessus. J'ai jamais vu de demande de conseil à la CNIL. Là, je pense qu'il faudrait faire une demande de conseil à la CNIL, par exemple, sur ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qui est publié, c'est pas parce qu'une information est publiée sur Internet que vous pouvez l'utiliser. Je vois par exemple la lutte contre la fraude. Dans la branche maladie, par exemple, on pourrait très bien, les contrôleurs pourraient très bien dire je vais aller voir le profil Facebook de telle personne qui est en arrêt maladie. Je le vois en photo sur une plage avec au bras de deux jolies filles. Boum, il est fraudeur. Ça peut se faire, mais alors, en l'encadrant de plein de précautions. C'est pas parce que la personne a publié qu'on peut faire n'importe quoi. Toutes les obligations, les droits et obligations s'imposent également. Il faudrait prévenir les personnes, les informer, etc. Ouais, j'avais encore une question sur la réponse sur incident, justement, quand il y a des fuites de données. Moi, professionnellement, on nous a fait signer des NDA pour ne pas communiquer qu'il y avait des incidents de sécurité et qui touchaient des données à caractère personnel. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Enfin, comment ça va se passer? Parce que là, jusqu'à un moment, c'était le Far West, mais maintenant qu'il y a la loi, est-ce qu'on est complice du client si on signe ce genre de choses? Et est-ce que, comme on est les sociétés qui répondent à ces genres de choses, on appelle ça des CERT. Est-ce que les CERT vont être obligés de déclarer les incidents de sécurité quand il y a des données à caractère personnel qui sont touchées? Alors, le règlement européen oblige, celui qui est obligé de faire quelque chose, c'est le responsable de traitement. Donc, c'est le chef d'entreprise, d'accord? Et les 72 heures partent à partir du moment où le responsable de traitement a connaissance de l'incident. Donc là, notre crainte, par exemple, et on le voit déjà dans certaines entreprises, c'est le RSSI et les DSI gardent l'info pour elle en elle-même. Elle se dit, non, le PDG, on va le laisser dans l'ignorance, le délégué, le DPO, on lui dit rien. Nous, on essaye vous savez, le canard en surface, dessous, vous voyez à quoi je veux faire allusion? C'est un peu ça. Les 72 heures, ils ne sont pas partis, mais là, on prend le risque. Si ça sort dans la presse, là, il faudra expliquer au patron pourquoi on ne l'a pas informé, pourquoi on n'a pas prévenu le comité de direction, le COMEX, etc. Donc, non, je pense que vous n'aurez pas de souci.
Ce qu'on vous a demandé, enfin ce qu'on vous demande en vous en signez ça, c'est que vous n'en parliez pas à l'extérieur. Par contre, vous avez une procédure interne. Si vous apercevez d'un incident de sécurité, vous le remontez à votre hiérarchie et c'est traité. Non, je ne pense pas que vous ayez le moindre souci. Par contre, s'il y a un contrôle de la CNIL et que vous avez un contrôleur de la CNIL qui vient et qui vous pose la question, là il faut lui répondre. Là, par contre, sinon c'est un délit d'entrave. Ouais, voilà, en cas de contrôle de la CNIL, là il faut y aller franco. Là. Ouais. Merci. Merci.